Alors, moi, je vais pas parler du tout de tel ou tel type de molécule. Je, je vais, comment un vaccin comme les vaccins contre le pneumocoque, ça s'ouvre là, c'est bon, c'est ça, oui, peut changer là encore les concepts. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette variation de concepts et qui fait que... Est-ce que tu es là, samedi, vendredi? Ok. Hop. Tu l'as recopié. Voilà. Alors, donc, hop. Alors, il faut déjà que... ok, on est bon. Il faut déjà avoir en tête que les vaccins antipneumococciques et les vaccins antiméningococciques, c'est bien plus compliqué que les autres vaccins qu'on a vus jusqu'à présent. C'est pas la diphtérie, c'est pas le tétanos, c'est pas la polio, c'est très très compliqué. D'accord? Pourquoi? La raison essentielle, c'est que ces germes font partie de la flore normale. C'est-à-dire exactement de la forme rhinopharyngée normale. D'accord? Alors maintenant, on appelle ça le microbiote, mais c'est la flore normale. Et que les vaccins, sur les fleurs, exercent une pression de sélection exactement comme les antibiotiques tout à l'heure. Si tu as un médicament qui est actif contre des espèces bactériennes, que ce soit un antibiotique ou un vaccin, au niveau de l'écosystème, tu vas avoir des conséquences écologiques. C'est absolument obligatoire. D'accord? Et puis, il n'y a pas beaucoup de germes qui ont plus des capacités d'adaptation que les pneumocoques et les méningocoques. J'aurais pu prendre pour les méningocoques de façon identique. D'accord? Donc ça veut dire, s'il y a une idée qu'il faut avoir en tête, c'est que la surveillance épidémiologique contre pneumocoques, ça ne va pas faire one shot. Hein. On ne va pas voir 1 an, 2 ans, ce qu'il y a dans les méningites au Maroc. Non, c'est tous les ans et on va vous montrer pourquoi c'est important. Alors, l'introduction des vaccins antipneumococciques conjugués, vous allez voir, a été importante sur la diminution de l'incidence des infections à pneumocoques. Et surtout, et c'est ça que je vais vous expliquer, a permis des progrès considérables dans la compréhension non seulement de la biologie du germe, de la physiopathologie non seulement des infections à pneumocoques, mais des infections respiratoires, et enfin sur l'épidémiologie des maladies. Et enfin, comme tout à l'heure il a été dit, les progrès de la biologie moléculaire, et surtout la vulgarisation des techniques qui ne coûtent plus rien. Hein. Faire un séquençage pour un pneumocoque, là pour l'instant c'est 50 € le séquençage, on va arriver à 10 € le séquençage. Quoi. Donc ça coûte plus rien. Donc ça permet d'aller bien au-delà du sérotype. On connaissait 97 sérotypes de pneumocoques différents, un peu plus. Et maintenant on va aux clones et même aux clones dans les sérotypes. Et même, il y a des clones qui peuvent avoir différents sérotypes. Et la métagénomique nous permet de mieux comprendre l'interaction avec les bactéries et les virus des microbiotes. Alors voilà, la première idée que je voudrais vous montrer, c'est la suivante. Ça, c'est l'évolution des infections à pneumocoques en Angleterre. D'accord? On a mis en place le 7 puis le 13 valent. L'incidence des maladies, elle a chuté. L'Angleterre, j'ai pris cet exemple-là parce qu'ils surveillent très 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 bien les maladies infectieuses. C'est vraiment, leur système est périn, ça c'est vrai. Bon. Et puis donc, on a une vraie baisse. Mais quand je regarde moi, et en Angleterre, ils regardent la même chose, qu'est-ce qui se passe dans les rhinopharynx? Eh bien, on a perdu 7% de portage du pneumocoque. Alors la chute a été de 40 ou 50%, d'accord? Et les sérotypes vaccinaux qui ont disparu ont été remplacés par des sérotypes non vaccinaux, presque à égalité. Alors pourquoi on a ces discordances entre le rhinopharynx, où le remplacement sérotypique a été total, et les infections invasives, qui, elles, ont baissé et ont continué à baisser pendant longtemps. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire? On s'est amusé à comparer le portage d'enfants, vous voyez l'âge des enfants dans le portage, avec ceux qui ont des infections invasives en France, exactement dans les mêmes années. Et on voit maintenant de façon très claire que, quand vous voyez, ce ne sont pas les mêmes sérotypes que l'on retrouve dans le portage, en tout cas la répartition des sérotypes n'est pas la même dans le portage et dans les infections invasives. Ça laisse supposer, qu'on va démontrer dans 2 secondes, que tous les pneumocoques n'ont pas la même capacité à donner une infection invasive grave. Donc,
On ne change pas le portage du pneumocoque à la marge en termes d'enfants porteurs. On a changé la nature des pneumocoques. Dans l'ensemble, ils sont un peu moins pathogènes. Et comment ça se fait? Ça se fait sur ce rapport qu'on appelle le disease potential, ou on peut le trouver autrement, qui est la relation entre le portage et les relations invasives. Plus on est en haut, ça veut dire qu'on donne plus d'infections invasives qu'on est porté. Plus on est en bas, ça veut dire qu'on donne moins d'infections invasives. Et on voit qu'il y a plein de sérotypes qui sont dits invasifs, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés beaucoup plus fréquemment dans les infections invasives que dans le portage, bien qu'ils passent toujours par l'hénopharynx, hein, et d'autres qui sont moins. Et puis il y a l'autre pneumocoque qui est là, qu'on retrouve aussi souvent dans les infections invasives. Donc l'explication de l'efficacité, ce n'est pas la disparition des pneumocoques, on n'y arrivera jamais. La niche écologique du pneumocoque, elle est là. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit bien de virer les pneumocoques du rhinopharynx. C'est comme si on virait les Escherichia coli du tube digestif. Je ne suis pas sûr que ce soit un truc nécessaire. Donc, voilà. Et donc, on a ça. Alors, il y a ce diagramme-là que vous voyez ici. Je l'ai écrit en 1992-93 en disant, voilà, le pneumocoque, c'est ça. Il y a des enfants qui portent, il y a des enfants qui ont des infections RL, il y a des enfants qui ont des pneumonies et des bactériémies, et puis il y a le sommet de l'iceberg avec des méningites. C'était comme ça que c'était conçu. C'était un petit peu plus compliqué que ça, et on va essayer de vous voir pour essayer de comprendre l'avenir. Alors les méningites et le portage, ça y a toujours autant. Il y a moins de méningites qu'avant. Le portage, il y en a toujours autant, d'accord? Mais le spectre des infections pneumococcique s'est largement élargi. Il s'est élargi chez l'adulte, un petit peu chez l'enfant. Il y a des sepsis, il y a des purpurafilminances, il y a des bactériémies qui peuvent être occultes, qui peuvent être avec des localisations secondaires autres que les pneumonies bactériémiques, c'est-à-dire pneumonie bactériémique, c'est un enfant qui a une pneumonie, on fait une hémoculture, elle est positive, d'accord? Il y a les pleuropneumopathies, alors tout ça, on appelle ça les infections invasives. Ça veut dire qu'on a isolé un pneumocoque dans un site normalement stérile. D'accord? Et puis en bas, il y a tout ça. Les pneumonies franches lobées aiguës non bactériémiques, les autres pneumonies, les autres IRB. Alors on dit, dans les surinfections bronchiques, il n'y a pas de pneumocoque. Non, non, il y en a, on va vous montrer. Les otites moyennes aiguës à pneumocoque, mais pas qu'à pneumocoque. Les autres infections RL, et tout ça, on va essayer, qu'est-ce qu'on a changé? La première chose que je peux vous dire, là, il y a beaucoup de gens qui font de la réanimation, d'accord? C'est que ce qu'on a appris, c'est qu'une part non négligeable des pneumonies surviennent sans bactériémie, d'accord? Avant, la conception qu'on avait de la méningite à pneumocoque, c'est infection RL, passage bactériémie, passage du pneumocoque par les plexus choroïdes, d'accord? C'est vrai. Mais c'est vrai que pour 70 à 80% des cas. Il y a au moins 20 à 30% des pneumonies qui sont des méningites qui sont par passage direct. Ça nous invite à rechercher vraiment des brèches, je ne vais pas détailler ça, ou d'autres facteurs favorisants. Maintenant, les enfants qui s'infectent à pneumocoque, ils ont beaucoup plus souvent un déficit qu'avant, puisque les pneumocoques sont dans l'ensemble moins pathogènes qu'avant. Donc il faut savoir. Et enfin, la PCR, autant elle a un apport énorme sur le méningocoque, elle a peu d'apport pour le pneumocoque. Le pneumocoque, dans le CR, ça pousse. Deuxième situation, les bactériémies. Et on va voir que c'est intéressant, les bactériémies. Alors, on se dit souvent, bah écoutez, c'est pas facile de faire des hémocultures, mais si on fait des PCR, peut-être que ça va mieux. Alors, il faut savoir que les PCR dans le sang, elles sont très 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 bonnes, sauf que chez l'enfant qui porte des pneumocoques dans le nez, il y a très souvent des faux positifs, c'est-à-dire des enfants normaux à qui vous faites la PCR dans le sang du pneumocoque, et ben elle est positive, parce qu'ils portent du pneumocoque dans le nez, puisque c'était le début de la présentation. D'accord ? Et on va voir tout à l'heure que le tableau clinique est très très largement fonction du sérotype. D'accord ? Enfin, les pleuropneumopathies, alors maintenant, clairement, le pneumocoque, c'est plus le premier germe des pleuropneumopathies. C'est le streptoa et le staph qui sont passés devant, quelles que soient les méthodes diagnostiques que vous utilisez. Donc c'est plus, quand on a une pleuropneumopathie, il y a beaucoup moins de chances que ça soit du pneumocoque.
Alors ça, on arrive à l'intérêt de la biologie moléculaire et on sort que les infections pneumococciques. Ça, c'est une étude super. J'ai pris la photo à un congrès. J'ai pas retrouvé l'article qui n'a pas été encore publié, mais qui va l'être bientôt. Ce sont des enfants dans des pays de niveau socio-économique faible, et ils ont pris plusieurs milliers de pneumonies. Ils ont tous eu radio, hémoculture. C'est Gavi, hein, c'est Fondation Bill Gates. Bon. Et ils ont fait, en même temps, ils ont prélevé des témoins normaux. Qu'est-ce que vous voyez? En bleu, c'est les témoins normaux. Vous voyez que pour presque tous les virus respiratoires, d'accord, les témoins normaux peuvent porter des virus. Et il n'y a que quelques-uns qui sortent plus fréquemment chez les malades que chez les témoins. Vous voyez le para-influenza 1 ici, vous voyez ici la grippe, vous voyez le VRS. Bon. Mais vous voyez que pour plein de germes, par exemple ici, vous voyez le pneumocoque, Marexella catarrhalis ou Haemophilus, ben, il y en a presque autant dans la flore rhinopharyngée chez les témoins que chez les normaux. Donc ça veut dire, à Marrakech, il y a 2 ans, ils se sont mis à faire ça. C'est pas parce que vous avez 2-3 virus dans une PCR rhinopharyngée qu'elle est impliquée dans la pathologie que vous traitez. Bien sûr que c'est un VRS ou une grippe, vous l'avez, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième chose intéressante de cette étude, ils ont appliqué toutes les techniques possibles, dont les PCR sanguines, sur les enfants qui avaient des pneumonies. Alors, vous voyez, en bleu, c'est les pneumonies, en rouge, c'est les témoins. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la PCR, même chez les témoins, elle peut être positive. Et certes, il y en a plus chez les malades. Hein. La colonne bleue est toujours inférieure à la rouge. PCR multiplex. Hein? Multiplex. PCR multiplex, bien sûr. Bon. Donc, c'est pas ça, c'est que ça veut dire là encore que ces outils sont très... Et alors, dans cette étude-là, d'accord, ils ont réussi à montrer, ils ont appliqué toutes les techniques possibles de diagnostic des pneumonies. Prélèvement bronchique, etc. Quelle est la proportion, quand on fait toutes les techniques, pas que les hémorragies, de pneumonie que évaluée à pneumocoque? Une idée? Avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Cherchez pas trop longtemps, 10%. On peut démontrer, avec les techniques les plus modernes, que 10% des pneumonies. Or, c'est très choquant, et c'est là où on va arriver à l'importance du vaccin. Qu'est-ce que nous a changé le vaccin? C'est qu'on sait que depuis qu'on a mis le vaccin, on va prendre des exemples tout à l'heure, les pneumonies ont réduit au moins de 30%. Comment, quand on fait la meilleure étude clinique, on retrouve que 10% de pneumocoques, et comment le vaccin réduit de 30%? Ben, ça veut dire qu'on ne sait pas tout faire. Hein. Alors, la question c'est quelle est la proportion de pneumocoques? La deuxième, quelle est la proportion qui est due à des sérotypes vaccinaux? Quelle est l'efficacité sur ces sérotypes vaccinaux? Quel est le remplacement sérotypique? Est-ce qu'il est plus ou moins important? Et on va discuter de ça après, d'accord? Et puis, quel est l'impact sur le portage? Parce que c'est l'impact sur le portage qui va déterminer l'effet de groupe, d'accord? Et qu'est-ce qu'on mesure? PCV7, PCV10, PCV13. Et enfin, et c'est ça qui est très important, combien de temps après l'introduction du vaccin on juge? Et alors, avec ces études-là, on s'aperçoit que le pneumocoque, eh ben, ça joue, certes, c'est dans les pneumonies, type pneumonie franche-lobaire aiguë qu'on trouve le plus le pneumocoque, mais on voit qu'on baisse par la vaccination les autres types de pneumonies, des infiltrats, etc. Et ce qui fait qu'on voit qu'on ne sait pas les diagnostiquer. Et on s'aperçoit aussi sur d'autres études, que je ne vais pas vous distinguer, que la probabilité de faire une pneumonie une fois qu'on est infecté par un nouveau pneumocoque dépend beaucoup du virus associé. Il y a de très très jolies études, et dépend aussi de quoi était constitué votre flore rhinopharyngée avant, de quoi était constitué le microbiote. D'accord. Donc quand vous avez tout ça dans la machine, eh ben, ça devient très compliqué. Un autre exemple, ça nous a beaucoup travaillé, c'est l'effet sur l'otite. Alors, il faut savoir qu'historiquement, les otites moyennes aiguës, c'était le pneumocoque qui était prédominant. Et plus c'est récidivant, et plus c'est compliqué,
plus la part du pneumocoque diminue, et plus la part d'hémophilus et des autres germes augmente. C'est une donnée historique. Et à partir de là, il y a 3-4 ans, avec Rondagan, on a essayé, et on s'est aperçu dans les études cliniques, je termine, voir que le vaccin était d'autant plus actif qu'il s'agit de formes chroniques. Alors comment une pathologie liée, où il y a très peu de pneumocoques est mieux prévenue qu'une pathologie où il y a beaucoup de pneumocoques, d'accord ? Et c'est ça qu'on a travaillé, qu'on a présenté, qu'on a publié dans le Lancet, c'est de regarder qu'est-ce que c'est. Alors là, il y a 2 études qui sont sorties cette année qui confirment complètement notre théorie d'il y a 3-4 ans. Ça, c'est aux États-Unis. Ils ont essayé de regarder la proportion d'otite moyenne aiguë tout venant. La réduction était de, grosso modo, 8%. Mais quand on regarde la pose d'aérateur transtympanique, c'est 24%. Or, dans les aérateurs, il n'y a plus de pneumocoque. Dans les otites qui justifient des aérateurs, il n'y a plus de pneumocoque. Et de l'autre côté, une étude, cette fois hollandaise, et en Hollande, c'est le divalent qui est utilisé, ils ont essayé de voir entre 2004 et 2006 et 2011-2016, quelle est la réduction de toutes ces pathologies. Et là encore, on voit que plus les otites sont récidivantes, plus les vaccins les a prévenus. Et ça, ça permet d'établir donc cette théorie qu'on avait établie il y a quelques années, qui s'est avérée exacte, c'est que quand on a une otite moyenne aiguë, c'est le plus souvent au départ à pneumocoque, et en prévenant les otites initiales, d'accord, eh ben, on prévient la cascade, qui fait que, en prévenant la première, eh ben, on prévient les successives. Donc c'est la prévention de la première qui explique l'effet plus important sur le reste. Alors, autre situation, les méningites, il me reste combien, 10 minutes, c'est ça? Non, vas-y, tu peux y aller. Voilà. Les méningites. Alors en France, on a été très 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 mauvais au début avec l'installation du vaccin. On a eu une baisse assez modeste. Et puis, jusqu'en 2000... excusez-moi, ça s'est décalé vers le bas. Je suis désolé. Jusqu'en 2014-2015, les lignes se sont décalées. On a eu une baisse assez considérable des méningites à pneumocoque. Et depuis 2015, on a une remontée des méningites à pneumocoque. Et en 2017-2018, ça s'est stabilisé, ça a même un peu réduit. Donc vous voyez, une surveillance continue. On a mal vacciné les enfants au début. On a une baisse, puis une remontée liée au 19, puis on met le 13 valent. Une vraie baisse, d'accord? Et puis, depuis 2015, une remontée. C'est quand même inquiétant. Et cette remontée est liée à un seul sérotype qui a émergé en France et qui n'a pas émergé qu'en France, mais principalement en France. Quand on voit les autres sérotypes, ils ont assez peu bougé, ce n'est pas significatif. Et quand on voit ce sérotype 24F, il est remonté maintenant jusqu'à pratiquement un tiers des méningites à pneumocoque en France, maintenant, sont liés à un seul sérotype qui n'est pas dans le 10, qui n'est pas dans le 13, qui n'est pas dans le 15 et qui n'est pas dans le 20. On est bien barré. Donc, en plus, ce sérotype, et c'est important de comprendre avec la résistance, c'est qu'il est souvent résistant aux antibiotiques. Et si on l'a sélectionné en France, c'est à cause du mélange consommation d'antibiotiques et vaccination. Par exemple, les Hollandais l'ont pas du tout, les Suédois l'ont pas du tout. Ils consomment 3 fois moins d'antibiotiques que nous. Donc, on se retrouve, on voit cette co-sélection. Et alors, donc, d'un pays à l'autre, il faut se rendre compte que les sérotypes qui émergent ne sont pas les mêmes. Par exemple, en France, je vous ai dit, c'est le 24F. En Angleterre, 1 degré moins, c'est 2 autres sérotypes. En Allemagne, c'en est d'autres. En Israël, c'en est d'autres. Donc, chaque pays, c'est pour ça que l'épidémiologie ne peut pas être mondiale, hein, doit établir sa propre surveillance, être capable de sérotyper, etc., parce que sinon, on va s'affronter à pas mal de complications. Et là, je vous montre les Anglais. Les Anglais, donc, ils avaient vraiment baissé avec le 7, baissé avec le 13, et eux aussi, ils ont eu une remontée. Moins forte que la nôtre, mais ils ont eu une remontée, indiscutable. Et pas avec les mêmes sérotypes que nous. Alors, les Américains ne vont pas du tout de remonter. Alors, on s'est dit, tiens, ça remonte dans les méningites,
est-ce que ça remonte aussi dans les pneumonies? Eh bien, vous voyez, non. Ça ne remonte pas dans les pneumonies. Voilà la baisse avec le 7 valent ne jouait pas dans les pneumonies. Le 13 valent, il joue, on a une vraie baisse. Et puis depuis, c'est stable, une petite tendance à la remontée. Donc, on a publié ça cette année, d'accord? Et 44% de chute jusqu'à 2014, et puis une petite remontée de 7% derrière. Et, fait important, ce sont les pneumonies les plus graves pour lesquelles il n'y a pas du tout de remontée. Ni les pleuropneumopathies, parce que ces nouveaux sérotypes sont moins pathogènes que les anciennes, ni les pneumonies à hémoculture positive. Même ceux qui ont une CRP élevée n'ont pas remonté, etc. La question qui se pose, c'est est-ce que ces nouveaux sérotypes de pneumocoques, en moyenne moins pathogènes, qu'est-ce qu'on voit? Ils ont très souvent besoin d'une infection virale pour une co-infection. La proportion de co-infection virale bactérie dans nos études a augmenté de façon considérable. Les anciens pneumocoques, comme le sérotype 1, il n'avait pas besoin de virus pour rendre malade. Il suffisait à lui-même. Ceux-là, il vaut mieux avoir une infection virale parce que sinon, ils ne vont pas être capables de donner une pneumonie. Ça, je passe rapidement sur ça, je passe sur ça, voilà. Alors, l'avant-dernier point que je voudrais insister, c'est sur le fait que les infections, elles ont changé de profil. Là, je vous prie que les infections invasives. Le vaccin, alors là, on a la chance, là encore, avec le groupe que je dirige, d'avoir une surveillance des infections invasives. Et quand on avait les infections invasives, quand on a commencé l'étude, vous voyez que la proportion la plus importante de nos infections invasives était les pneumonies. Maintenant, on a réduit de 30% l'incidence des infections à pneumocoques depuis le 13, hein, c'est pas depuis le 7, mais la part des pneumonies, elle a réduit de façon considérable, et ce sont les bactériémies occultes qui ont augmenté et qui ont pris la place. Alors, la question, c'est pourquoi? C'est parce que chaque sérotype de pneumocoque, il est capable de donner toutes les pathologies, mais pas à la même fréquence. Par exemple, quand vous prenez les sérotypes qui étaient dans le 13 valent, la part des pneumonies, c'était 58%. Maintenant, les nouveaux sérotypes, la part des pneumonies, c'est que 17,5%. Et on a pu dresser comme ça pour chaque sérotype quel profil de maladie donné. Alors cette base de données, ça comporte largement plus de 1000 patients. Hein. On est sur de gros effectifs, d'accord? Et on voit que chaque sérotype et que les nouveaux sérotypes donnent moins de pneumonie. Donc, ce qu'on a réduit le plus avec les vaccins pneumococciques conjugués, c'est un peu les méningites, beaucoup les pneumonies, et en particulier les pneumonies bactériémiques. Alors la dernière question qui rejoint la question que tu as posée tout à l'heure sur l'utilisation des antibiotiques qu'on a, là, ce papier-là sort ces jours-ci, c'est on a regardé comment évoluer la résistance aux antibiotiques. Alors déjà, vous avez une idée qui est importante en haut, c'est que globalement, la consommation d'antibiotiques a réduit chez les petits-enfants français. Et ça, c'est pas lié à ce que les médecins français soient devenus plus vertueux, c'est l'effet du Prevnar. C'est toutes les pathologies induites par le Prevnar, parce que dans tous les pays, on a mis le Prevnar 13 ou le Prevnar 10. En Finlande, c'est exactement la même chose. Il y a une baisse. Les médecins ont moins d'occasions de prescrire un antibiotique. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit de nouvelles recommandations pour justement, à cause des BLSE, de réduire l'utilisation des céphalosporines de 3e génération. L'effet a été net. On a vraiment réduit des 2/3 notre consommation de céphalosporines. On a réduit notre consommation d'augmentin, on a réduit notre consommation de macrolides. D'accord? Mais par contre, ces enfants sont traités, ils reçoivent de plus en plus d'amoxicilline parce que nous avions démontré antérieurement que c'était l'amoxicilline qui faisait le moins émerger les BLSE. Donc, on a ça. Et le résultat, qu'est-ce que ça donnait en termes de résistance? Ça, c'était avant le PCV7, d'accord? On met en place le PCV7, et il y a une baisse de la résistance d'à peu près 30%. On met en place le PCV13, et il y a jusqu'à 2014-2015 une baisse continue.
Et depuis 2014-2015, tendance à la hausse. Ce n'est pas une tendance comme pour les méningites comme ça, c'est une tendance à la hausse. D'accord ? Et alors, quand on regarde pour les macrolides, on n'utilise quasiment pas de macrolides en France, baisse, et puis comme on n'utilise pas de macrolides, eh ben, il n'y a pas de remontée. Puisqu'on utilise de la MOX, ça remonte pour la MOX, mais ça ne remonte pas pour les macrolides. D'accord ? Donc on voit bien que ce phénomène de double sélection opéré à la fois par les vaccins et par le truc. Et alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que parmi les nouveaux sérotypes, on a réussi à identifier, et ça c'était un très très joli scoop, des situations particulières. Certains sérotypes, ils étaient résistants avant. Ils se sont maintenus. D'autres sérotypes étaient sensibles et au fur et à mesure des années, ils sont devenus de plus en plus résistants. D'autres sérotypes, ça n'a pas bougé. Ils étaient faiblement résistants. Ils sont restés faiblement résistants. Et le dernier groupe, d'accord, et vous avez l'intervalle de confiance ici, d'accord, et bien la résistance a baissé pour certains sérotypes. On s'est dit, mais pourquoi elle baisse ? Ils subissent la même pression de sélection. Et bien on a été un peu plus loin dans le raisonnement. Je vais un peu plus loin. Et on s'est aperçu que ces souches-là s'associent maintenant de plus en plus souvent à de l'Haemophilus influenzae. Et quand il y a de l'Haemophilus influenzae qui les protège, elles n'ont même plus besoin, le luxe, de devenir résistantes. C'est une association de malfaiteurs, entre guillemets. D'accord ? Donc, on voit l'idée, qu'est-ce que c'est que l'écologie bactérienne. Je vous dis, quand ça a changé beaucoup de nos paradigmes, c'est ça. Donc, il y a une vraie association. Ce papier est passé très, très, très vite dans un gros journal parce que c'était tout à fait innovant de voir que, avec la pression de sélection liée aux vaccins et aux antibiotiques, certains sont devenus plus résistants et d'autres, pour échapper, parce qu'ils ont le même besoin d'échapper à l'action de la pression de sélection, eh ben, on trouvait des associés. Voilà. Donc pour terminer, c'est une situation extrêmement évolutive. Il y a une nécessité d'une surveillance épidémiologique étroite, nationale, permanente. C'est pas one shot. On regarde qu'est-ce que ça donne 1 an, 2 ans. Les méningites, il faut mettre en place ces systèmes. D'accord ? Il y a des nouveaux vaccins à l'approche, 15 valents, 20 valents. Malheureusement, ils ne résoudront pas tous les problèmes parce qu'on va aller un peu plus loin. C'est comme les antibiotiques. Tout à l'heure, vous me demandiez quel est le nouvel antibiotique. Ben, oui, il va falloir d'autres. Il va falloir de nouveaux vaccins. Parce qu'à chaque fois, dès que vous touchez quelque chose qui est présent dans les écosystèmes, la résistance va évoluer. Je vous remercie de votre attention.